Bonjour, donc voilà, dernière présentation de la journée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'adoption du FDM grand format et en particulier les impacts inattendus que ça a. Donc je vais vous parler de trois clients qu'on a chez BigRep: SFM Technology, AVI Boston et Boys Technologies. Donc SFM Technology, pour la petite histoire, c'est quelque chose, on adore parler de ça chez BigRep parce qu'ils ont commencé par un cas de production. On adore ça. Ils ont acheté une machine pour faire de la production d'une pièce en particulier. Ils la produisent depuis 3 ans, mais malgré ça, effectivement, ils ont trouvé plein d'autres utilisations intéressantes à leur imprimante 3D, comme la plupart des autres boîtes. Donc, ils ont commencé par la production, maintenant ils font beaucoup de prototypage, je vais vous montrer tout ça. Et VI Boston, un petit peu différent, c'est plutôt garage auto. Eux, ça a été un parcours progressif, on va dire. Ils savaient un petit peu dès le départ là où ils pourraient aller, mais sans savoir vraiment jusque là où ça là où ça irait, pardon. Et donc, je vais vous montrer leur progression aussi. Et Boys Technologies, là c'est un cas un peu plus classique où l'imprimante a été achetée pour du prototypage pur, parce que plein de composants devaient être usinés en aluminium après. Et petit à petit, ils ont essayé de gagner du terrain de plus en plus, à produire de plus en plus de pièces directement en plastique via l'impression 3D, principalement pour des raisons de coût et de temps. Donc c'est parti. Ce qui m'a donné l'idée pour cette présentation, c'est ce réplicateur là, parce qu'effectivement voilà, les imprimantes 3D c'est pas des outils comme les autres, dans le sens où effectivement si je vous donne une perceuse, il n'y a pas 36 utilisations, pareil pour une scie. L'imprimante 3D c'est pas pareil. D'un autre côté, il y a eu beaucoup d'attentes, on va dire, de l'impression 3D. Ce genre d'image qui traîne sur Internet depuis très longtemps, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'impression 3D qui ont cru pendant longtemps qu'on allait faire des machines qui font tout, et c'est pas le cas, bien sûr. Mais donc, malgré tout, je dirais, c'est pas un outil comme les autres. Donc, c'est pas une machine à tout faire, mais c'est pas non plus un outil comme les autres, avec une seule fonction particulière. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée de cette présentation. J'ai suivi le conseil de Monsieur Bauer, c'est pas trop commercial, et du coup je pense que c'est un petit peu intéressant, c'est simplement des cas de nos clients. Donc on commence par SFM Technology. Donc présentation rapide, donc c'est une entreprise à côté de Bristol, dans la campagne anglaise, à peu près 40 personnes. La plupart de leur activité c'est de la sous-traitance, fabrication, ingénierie pour des boîtes d'aérospace et d'agriculture. Donc là sur la photo, on a l'imprimante, la Big Red Pro qu'on voit derrière qu'ils ont acheté, qui est donc une imprimante de production. Et le but de cet achat, c'était de produire la pièce qu'on voit dans les mains de l'homme à droite, qui est Monsieur Pittman. Donc voilà, ça c'est la pièce qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle ils ont acheté cette imprimante 3D. Petite parenthèse explicative, pardon, sur la pièce en question. Donc, attends, pardon. La pièce en question que vous voyez là en haut, donc c'est une pince d'amarrage pour pale d'hélicoptère. Donc pour vous mettre en situation, voilà, vous avez un porte-avions sur la mer est agitée, il y a beaucoup de vent, l'hélicoptère se pose. Qu'est-ce qui se passe? Les pales de l'hélicoptère ont tendance à battre avec le vent. Donc ce qui se passe, c'est que les hélicoptères ont un système pour replier les pales vers l'arrière. Et ensuite, les pales doivent être amarrées à l'aide d'un dispositif. Et donc c'est ce que vous voyez sur les photos là. Donc c'est simplement une espèce de pince qui se met autour de la pale. Donc le bloc en métal que vous voyez au milieu, ça représente la pale de l'hélicoptère. Donc c'est simplement un bloc, voilà, une pince qui se met dessus, qui se clip, et les pales sont immobilisées. Et donc c'est ce qu'on peut voir là sur la photo en bas à droite. Où vous voyez les pales de l'hélicoptère. C'est un hélicoptère énorme, hein, on peut mettre 2 voitures dedans. On voit les pales qui sont effectivement amarrées par ce dispositif. Donc voilà, ça c'était l'utilisation initiale de cette imprimante 3D. La raison pour laquelle ils sont passés par l'impression 3D pour faire cette pièce, c'était surtout une histoire de temps de développement. C'était une pièce qui existait déjà, qui était déjà usinée en métal, mais ils ont découvert un défaut. C'était une pièce de chez Leonardo. Ils ont découvert un défaut dans la production. Il fallait revoir le design. Et c'était a priori la seule solution de passer par l'impression 3D pour avoir un temps de certification, de design, d'itération le plus rapide possible pour arriver à une pièce finale pour remplacer les pièces qui ne fonctionnaient pas. Donc c'était la raison principale pour laquelle ils ont eu cette imprimante-là. Juste pour expliquer un petit peu, donc en termes de post-production, c'est assez classique. On imprime la pièce, on enlève les supports, on met du revêtement, on ponce, une autre couche de revêtement, on reponce, on ajoute de la peinture anti-UV, tout ce qui est résistance aux éléments, essentiellement. On ajoute des éléments en métal, donc pour tout ce qui est de la charnière, les éléments de verrouillage.
et on a la pièce finale. Donc voilà, ça fait 3 ans que cette imprimante tourne en permanence, quasiment en permanence on va dire, pour produire ces pièces-là. Et bien sûr, SFM Technologies a beaucoup d'autres clients qui ont beaucoup d'autres besoins. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par ouvrir leur propre service d'impression 3D. Donc avant, c'était vraiment un outil en interne. Et tout à coup, pas tout à coup, ils ont réalisé petit à petit que de toute façon, il y avait des temps morts. De toute façon, il y avait d'autres clients qui pouvaient en profiter. Donc, service d'impression 3D. Là, on a un très beau cas. Donc, c'est une valve. C'est une valve qui... Donc, le coût sorti de la fonderie était à peu près de 30 000 euros. Sans forcément être sûr que ça allait correspondre aux bonnes dimensions. Donc, très bon exemple de prototypage pour un service bureau classique. On imprime la vanne, on regarde si ça passe. Pas grand chose à dire ici. Un autre exemple, donc là on était sur un drone aérien à voilure fixe. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut faire des tests en soufflerie. Donc bien sûr, prototypage. On a le même système un petit peu donc habillage, ponçage pour obtenir une pièce finale bien lisse. Donc voilà, là on a aussi un cas, on va dire un cas classique de prototypage, impression 3D grand format. Là on trouve aussi l'intérêt du grand format dans le sens où il n'y a pas besoin de faire des maquettes réduites, on peut directement imprimer dans la taille. Encore là, bon, voilà, vous voyez bien, c'est des impressions séparées. Mais donc voilà, ça permet de limiter le nombre de fragments à assembler pour ensuite faire les tests pour le et remplir la fonction du prototypage. Donc voilà, ça c'était SFM Technologies, donc qui est vraiment passé d'un cas de production pure à 100% à un cas où on ouvre les applications de l'imprimante 3D à toutes les autres applications qui sont possibles, vraiment. Donc voilà, ça c'est pour SFM Technologies. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Rien de spécial? On passe à la suite? On passe à la suite, très bien. Je garde un petit œil sur la montre, ok. Maintenant, je vais vous parler de AVI Boston. Donc AVI Boston, pardon. Donc fondé aux États-Unis en 2006, garage auto qui se spécialise dans l'audio-vidéo. Donc l'audio-vidéo, voilà, l'audio rien de spécial. Les systèmes de son dans les voitures, donc ils peuvent être dans les portières, à l'arrière et à l'avant. Et tout ce qui est audio-vidéo, donc ajout d'écran motorisé par exemple. Tout ce qui est jauge aussi. Donc c'est un business qui s'est vraiment articulé sur l'audio-vidéo. Et au fur et à mesure de leur progrès et aussi au fur et à mesure de l'adoption de l'impression 3D, ils ont diversifié leurs activités sur beaucoup d'autres choses. Donc objectif initial, voilà, on a un cas relativement classique ici. Donc ce que vous voyez sur la photo, c'est une portière. Donc voilà, cas d'intégration d'un haut-parleur donné dans une portière. On scanne la portière, on post-traite le scan. Ensuite, on passe à l'ingénierie inversée pour avoir un modèle paramétrique. Une fois qu'on a un modèle paramétrique, on n'est pas obligé de faire comme ça, mais tout le monde fait comme ça. Une fois qu'on a un modèle paramétrique, bien sûr, on modèle des nouvelles pièces qui s'adapteront sur la voiture. Il y avait plusieurs avantages pour eux. Donc bien sûr, la plupart de leurs clients et des projets, c'est des voitures de luxe. Ils n'ont pas forcément envie de stocker des voitures de luxe en grand nombre dans leurs locaux. Donc c'est très utile de pouvoir simplement scanner la voiture, faire le travail à distance, la validation client à distance, et simplement avoir la voiture pendant un temps relativement court pour l'installation. Aussi le fait que ce soit un processus non destructif. Donc c'est-à-dire que vu qu'on scanne la voiture et qu'on imprime des composants qui rentrent parfaitement là où ils doivent rentrer, on n'a pas besoin de détruire quoi que ce soit dans le véhicule existant, donc on peut toujours revenir en arrière. Ça c'est quelque chose que leurs clients, évidemment dans les voitures de luxe, appréciaient beaucoup aussi. Et aussi simplement des mains supplémentaires. Ça c'est voilà, l'argument de base. On sait effectivement qu'en achetant une impression 3D, on aura une paire de mains supplémentaires qui va fabriquer des pièces pendant autant de temps qu'on lui demande. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et donc on voit que c'est quand même des pièces relativement petites. Après bien sûr ils ont acheté une imprimante de grande taille en sachant qu'il y avait des progrès possibles. Donc ça c'est un exemple. Voilà, c'est une couverture de haut-parleur en bas de la portière que je vous ai montrée il y a 2 secondes. Donc intégration sur mesure de plusieurs systèmes. Donc pour être clair, c'est vraiment un intégrateur. C'est-à-dire qu'ils achètent les composants et ensuite ils les mettent dans la voiture. Mais ils ne créent pas le corps de leur business, c'est vraiment d'intégrer les composants achetés dans les voitures. Et comme tout allait très bien, ils sont devenus un petit peu plus ambitieux.
ils ont commencé à scanner les parties de la voiture qui étaient un peu plus grandes, où il y avait plus de chances de faire des erreurs, avec plus de morceaux qui s'embriquent les uns dans les autres, il y a plus d'erreurs possibles. Donc là, par exemple, on a la console centrale qui a été entièrement imprimée en 3D. Vous avez aussi la jauge à l'arrière, que je vais vous montrer après, le porte-gobelet, également le cache pour le levier de vitesse. Et là, on ne le voit pas, mais il y a aussi la console entière de la voiture. Donc voilà, leurs ambitions ont grandi. Ça n'a pas forcément toujours été facile. Et quoi qu'on en dise, voilà, les imprimantes 3D en général, Big Rep en particulier, c'est pas non plus de la précision au millimètre sur le mètre. Voilà. Malgré ça, donc, les progrès se font. L'intégration de l'impression 3D se fait de plus en plus dans tout leur process. Et ils ont de plus en plus d'idées. Et ils continuent. Voilà, c'est petit zoom, voilà. Des choses aussi que leurs clients apprécient beaucoup. Donc on commence à pouvoir fusionner des choses vieilles et des choses nouvelles. Donc on peut avoir une vieille horloge analogique d'origine sur une voiture de collection, mais on peut quand même rajouter un port USB. On peut rajouter par exemple un dock pour le téléphone. Plein de choses comme ça. Et c'est là que ça leur a donné aussi l'idée des petites séries. Donc on parle bien de petites séries. Hein. Donc ce que vous voyez ici, c'est un support de plaque magnétique. Donc ça peut être une plaque d'immatriculation ou plaque d'identification quelconque pour les courses. Donc on a effectivement un produit en quelque sorte unique. Ce que vous voyez sur la gauche, donc ce support de plaque, il a la géométrie exacte pour se mettre sur la gauche du pare-brise de ce modèle de Ferrari en particulier. Mais bien sûr, c'est des modèles de série, des Ferrari comme ça, il y en a beaucoup. Donc on part d'une pièce unique, ensuite on a un inventaire numérique, et une fois qu'on l'a dans un inventaire numérique, le prochain client qui nous appelle avec la même voiture, on peut produire la même pièce. Et ça leur a aussi permis, donc non seulement de proposer ce genre de pièces aux nouveaux clients arrivants, mais ça leur a aussi permis de proposer ces pièces en ligne et donc d'étendre leur offre directement en ligne. Les produits sont disponibles, on peut les acheter, pas besoin de consultation. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment inattendu pour eux au début et qui a vraiment changé les choses. Et finalement, pour en revenir aux intérieurs de voitures, ils en sont arrivés à faire des intérieurs complets. Donc là, j'ai mis les photos de l'arrière du coffre parce que je pense que c'est là où on voit le plus de pièces et les pièces les plus grandes dans la voiture qui doivent tous s'imbriquer parfaitement les unes dans les autres. Ça, c'est un cas de restauration. Hein. C'était pas une voiture de luxe moderne. Mais donc voilà, on est arrivé au point où ils sont aujourd'hui capables de faire des restaurations complètes de l'intérieur de véhicules, de l'avant à l'arrière, le tableau de bord, les garnitures de porte, les porte-gobelets, le coffre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rangement sécurisé, c'est des coffres à armes à feu. J'ai trouvé ça plus joli, le rangement sécurisé. Mais donc voilà, ils sont vraiment arrivés, donc ils sont partis de l'intégration de quelques petits écrans, de systèmes de haut-parleurs, à faire des intérieurs de voitures complètement imprimés en 3D. Pour anticiper un petit peu les questions, donc post-processing, ce qui est bien dans les voitures, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui sont habillées avec du cuir ou du faux cuir. Donc dans ces cas-là, la technique de post-processing en fait est complètement identique sur des impressions 3D comparées à des composants ordinaires. Donc aucun problème et on a un résultat très propre. Ce qui est bien sûr pas le cas sur du FDM classique, d'autant plus sur des grandes pièces où on essaye d'imprimer avec des couches relativement épaisses pour aller vite. Mais donc dès qu'on passe à l'habillage en cuir, effectivement, on n'a plus ce problème-là du tout. Donc voilà, ça c'était pour AVI Boston, donc qui ont eu une espèce de voyage d'adoption de l'impression 3D et qui, à mon avis, sont quand même allés relativement loin, on va dire. D'ailleurs, je pense qu'ils sont allés aussi loin qu'on peut parce qu'après on passe à l'extérieur du véhicule et en FDM plastique, honnêtement, on n'est pas compétent. Donc voilà, des questions sur AVI Boston avant que je passe à la suite ou pas ? C'est quoi les matières que tu as utilisées même depuis Il y a beaucoup de PLA. Il y a beaucoup de PLA et beaucoup d'ASA. Ouais. Ah, pardon. Ah oui. Chez Big Rep, on a un PLA un peu particulier qu'on appelle le Pro HT. Enfin, on a deux versions, mais en fait, c'est un PLA avec une température de fonctionnement qui est à peu près 20 degrés au-dessus du PLA normal. Donc c'est là où on passe d'une pièce qui va vraiment fondre au soleil à une pièce qui ne va pas fondre au soleil. Elle est à combien cette transition vitreuse? J'ai pas le chiffre en tête, je préférerais pas vous dire un nombre stupide. Parce que le PLA, c'est sous l'eau chaude, hein, à 60 degrés. Ah oui. Non, j'ai été surpris moi-même. Hein. Non, je- j'ai creusé ce cas d'étude avant de vous en parler parce que ça me surprenait aussi que l'intérieur des voitures fondent pas au soleil.
Ah bah là, en fait, quand tu as une carrosserie blanche sous le soleil, tu es à 38 degrés. Mhm. La même en noir, Ah je oui, fais pas oui. de dessin, c'est pas 40, c'est pas 50, c'est aux alentours de Non, je pense 80. que c'est ouais, Là, 30 degrés. tu Ouais. dégages tout. Donc déjà, le PLA, Mhm. tu privilégies le PLA blanc, d'accord? Et puis après, effectivement, ouais, c'est quand même assez touchy pour un Ah intérieur non, de c'est sûr. voiture. Hein. Pour être complètement honnête, mon esprit scientifique a encore des doutes. Ouais, C'est juste que le client lui-même m'a dit oui, ça marche, ouais. donc je le crois. Mais le PLA, ton PLA, c'est le Kimia, c'est ça? C'est du. J'ai pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. Ouais. Tu me le Euh, diras en... mais je le sais même pas d'ailleurs. Je Ah, le ok, sais même pas. d'accord. Merci. Ça marche. Euh, Voice Technologies, maintenant, on est sur un cas un petit peu plus classique. Voilà, ça c'est le cas où on a commencé sur du prototypage, on a fini sur de la production, remplacer le plus de pièces possibles usinées en aluminium par des pièces en plastique. Bah, c'était la chute, j'aurais pas dû vous le dire. C'est pas grave. 125 personnes à New York. Donc Voice Technology, ils font des écrans de signalisation. Donc par exemple, c'est les points de SOS que vous pouvez voir dans le métro, dans les gares. Ça peut aussi être des écrans dans les centres commerciaux interactifs. Voilà, c'est le genre de produit qu'ils font. Euh, donc voilà, vous avez Verizon, c'est un opérateur téléphonique très connu aux États-Unis, et vous avez aussi donc voilà le port et le réseau de transport de New York. Ça, c'est les clients principaux de Voice Technologies. En termes de technologie, donc vous imaginez, voilà, c'est des gens qui fabriquent des systèmes de communication. Donc ils étaient déjà très très bien équipés. Euh, et donc la plupart des pièces qu'ils faisaient pour leur projet, c'était quand même de l'usinage en aluminium. Il y avait beaucoup beaucoup de ça. Euh, Tout a commencé avec un projet qui leur avait été donné par Verizon, qui était... attendez, je vais passer... Voilà. J'aurais pas... La photo qui est tout à droite, voilà, ça c'est le projet qui a fait commencer l'impression 3D chez eux. Donc ça c'est un rendu 3D, mais donc c'est des bornes assez hautes, c'est des bornes 5G. Donc les deux écrans en haut sont censés diffuser de la publicité à longue distance. Tout en haut il y a l'antenne 5G et en bas il y a des écrans interactifs avec je crois aussi des panneaux solaires. Donc c'est comme ça que voilà, donc c'est comme ça que ce projet avait commencé. Ils avaient besoin de faire beaucoup de prototypage classique. Donc voilà, toutes ces pièces usées en aluminium. D'abord on les imprime en 3D, on les imprime plusieurs fois après plusieurs essais. Quand tout va bien, on a le modèle final, on l'usine en aluminium. Bien entendu, comme tout le monde, dès qu'ils ont eu l'imprimante 3D, ils ont commencé à imprimer quelques composants non fonctionnels en plastique. Et ensuite, les premières questions sont arrivées. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'usiner ces évacuations d'air en aluminium, ou est-ce qu'on peut simplement laisser la pièce en plastique qui est déjà dedans, le proto? A priori, oui. On a une évacuation d'air à 50 degrés. Oui, on laisse le plastique. Ok. Et il y a quelque chose qui a vraiment facilité chez... Donc ça, c'était vraiment une coïncidence. Donc, ils ont dû faire la certification UL en interne. Donc, c'est-à-dire, donc ces produits-là, donc ils doivent être certifiés contre les éléments, le vent, la pluie, etc. Mais il se trouve que leurs produits étaient beaucoup trop hauts pour être testés dans les locaux ordinaires de l'organisation dans laquelle ça doit être testé. Donc, ils ont dû mettre au point un procédé pour pouvoir faire la certification en interne. Et donc, c'est ça qu'on voit sur les photos. Donc, il y a la pluie, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a les chocs. Et j'en oublie sûrement, mais bon, voilà, vous imaginez le genre de test. Et donc le fait qu'ils aient dû faire tous ces tests en interne a vraiment accéléré le prototypage et la volonté de remplacer les pièces en métal par des pièces en plastique, parce qu'ils avaient la possibilité de les tester directement sur le site et de voir oui, non, ça passe pas. Euh, Ensuite, ils ont eu l'idée de faire un petit peu de thermoformage. C'était un autre... donc voilà, c'est là où ils ont commencé vraiment à utiliser leur imprimante 3D pour à peu près tout ce qui leur passait en tête, par la tête. Donc thermoformage, ils avaient d'autres produits qui dataient d'il y a 20 ans. Il fallait changer les boîtiers, il y avait eu un petit changement. Il n'y avait plus le moule. Ils se sont dit, bon, allez, on essaie d'en imprimer un, on imprime un boîtier, ça marche. Ok, on essaie d'en thermoformer un. Allez, on imprime un moule en PLA, on thermoforme une fois. Ok, le moule fond à moitié, ça marche qu'à moitié, mais on obtient quelque chose quand même. Ok, on imprime quelque chose en polyamide pour faire un moule en polyamide. Ok, ça marche. En attendant, donc, on envoie quand même un moule pour l'usinage en aluminium. Mais ils ont quand même réussi à s'en tirer. Donc, ce que vous voyez ici sur la photo d'en bas, c'est des impressions en 3D en PETG.
étonnamment. Pardon, je raconte n'importe quoi. En polyamide, c'est du polyamide. Et donc, ce que vous voyez en haut, c'est une petite série en thermoformage qu'ils ont réussi à faire avec un moule complètement imprimé en 3D. Et de ce que je sais, depuis, ils ont fait beaucoup d'autres thermoformages basés sur des moules imprimés en 3D quand il s'agit de petites séries. Malgré le fait que c'est du polyamide, donc là, voilà, hein, au bout de 20-30 exemplaires, le moule se déforme, il n'y a pas de secret, c'est quand même un plastique avec une TG à 130 degrés, c'est pas non plus du métal, comme vous le savez. Autre exemple, moule pliant. Je savais pas que ça existait avant, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. On avait une pièce, donc ça c'est la pièce du haut du produit que je vous ai montré avant. Et c'est une pièce qui a des contre-dépouilles en fait. Donc ça fait qu'une fois que c'est thermoformé, on peut simplement pas retirer le moule. Donc on est obligé d'en faire un pliant, donc qui est thermoformé, qui se plie ensuite pour être retiré de la pièce. Et donc ça, bien sûr, ça a été prototypé via l'impression 3D, relativement compliqué pour avoir quelque chose qui se plie, qui se déplie correctement plusieurs fois sans casser. Avec bien sûr la production finale en aluminium de façon classique pour que ça puisse supporter le thermoformage et le pliage, dépliage successifs. Et donc voilà, donc Boys Technologies, donc comme je vous l'ai dit avant, ce que vous voyez sur la photo en bas à droite, c'est des guides pour des strips de LED qui sont à l'intérieur de leurs produits. Donc voilà, ça c'était encore une pièce qui à la base était usinée en aluminium. Une fois que le proto était installé en plastique, ils se sont posé la question est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'usiner la pièce en aluminium ? La réponse était non. Donc voilà, économie de temps, économie d'argent, on fait des pièces en plastique. Donc voilà, ils sont vraiment arrivés à un stade où en fait, donc ça c'est leur bilan à eux. J'ai copié directement leur bilan à eux parce que quand on commence à comparer la CNC et l'impression 3D, c'est beaucoup d'opinions, c'est pas forcément comparable. Mais donc voilà, ils sont vraiment arrivés à un stade où à chaque pièce, ils se posaient la question est-ce qu'on peut simplement l'imprimer en plastique, oublier, pas le faire en métal. Donc voilà, pour expliquer un peu, quand on regarde les coûts, donc l'aluminium, comme vous le savez, le prix varie énormément, surtout aujourd'hui. Mais donc, eux, ils se sont dit, ok, à peu près 2 € par kilo. J'ai fait des conversions. Le problème de l'aluminium, voilà, c'est que même avant, le prix était déjà très variable. Donc bien sûr, quand on compare au plastique à 30 € le kilo, l'aluminium gagne encore. Le seul problème, ouais, voilà, c'est que non seulement le prix était variable, mais que les pertes sont variables aussi selon les géométries qu'on a à usiner. Ensuite, quand on en vient au coût de stockage et de manutention, bien entendu, l'aluminium c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus coûteux. Mais là où ça fait vraiment la différence, c'est sur les 2 paragraphes d'après. Donc voilà, tout ce qui est temps de préparation, programmation. Je lis pas à votre place, c'est tout là. Donc je veux simplement dire, c'est des chiffres très très relatifs, mais surtout pour la CNC. Si on a un code qui est relativement facile à faire, effectivement en 1 heure on s'en sort. Mais effectivement, il y a des pièces très compliquées, des fois c'est 6 heures, des fois ça prend toute la journée. Il y a aussi un petit côté légèrement imprévisible là, selon la pièce, mais on sait par exemple que voilà, pour l'impression 3D, même si on s'applique, au bout de 30 minutes, c'est slicé et ça peut partir. Et tout ce qui est post-processing aussi, donc bien sûr, le plastique, c'est plus mou, c'est plus facile. Donc eux, ils raisonnaient en termes de nombre de personnes. Donc voilà, 12 personnes pour les métaux, 2 personnes pour le plastique. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés à cette conclusion. Toutes les pièces qu'on peut remplacer par du plastique, on les fait en plastique. Et voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Merci de votre attention. Des questions ? Une remarque. 12-30 minutes pour préparer le slicing d'une pièce. Je veux dire, si ta pièce elle est imprimable, à condition que tu ne sois pas obligé de revenir sur le design pour réaménager les choses, pour améliorer le supportage. Ouais. Juste quand même se rappeler, je ne veux pas non plus qu'on aille trop dans un domaine, que ce soit en usinage, que ce soit en fonderie, que ce soit en tout ce qu'on veut. Mm-hmm. Quoi que ce soit, quel que soit le processus qu'on utilise, un processus de production d'une pièce, enfin le processus complet, conception, production, c'est très rarement du one-shot. Oui. Hein, voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Pour certains responsables, ça ne doit être que du one-shot, mais dans la réalité, ça ne l'est pas. Mm-hmm. Donc le prototypage, effectivement,
c'est aussi avoir la capacité de recommencer parce qu'on a merdé. Et c'est valable aussi pour l'usinage, sauf que là, ça commence à coûter vachement cher. Et le moulage, alors là, c'est carrément la catastrophe. Donc il faut vraiment être hyper bon, hyper bon, hyper bon. On peut être beaucoup plus tranquille avec l'impression 3D. Mais alors, réussir du premier coup, non de là. Si on trouve un ici qui me fait ça, À chaque fois, surtout, je c'est lui mets une difficile. couronne de roi du mensonge. Mais voilà, non mais je veux dire, la réalité c'est celle-là. Mais attention, le procédé se plie relativement bien à répéter. Mhm. Il accepte finalement de faire des bêtises. Et puis que quand on a imprimé la pièce, on se dit, bah, on aurait peut-être pu faire un petit peu plus mieux et rajouter une fonction, etc., etc., etc. Ouais. Mais encore une fois, quand on conçoit une pièce depuis zéro, le modèle 3D, c'est une grosse cochonnerie. Parce que partir de rien, c'est obtenir un résultat. Mais si vous voulez un bon résultat d'une belle pièce bien paramétrée, qui a une vie, qui pourrait être modifiée facilement, bah, il faut la remodéliser. Évidemment, parce que sinon, c'est un gros pot de... Je ne donnerai pas le nom. J'ai Hein, pas parlé de tout ce qui mais, est design voilà. pour additive manufacturing, mais c'est vrai que c'était un sujet. Et même Oui, quelqu'un oui, oui. d'expérimenté, chaque pièce, chaque géométrie, chaque contexte, chaque cahier des charges, pour être un peu plus noble, c'est un projet. Mhm. Et c'est donc des problèmes, et c'est un projet à ficeler complètement. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que... Ah non, 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 c'est vrai. du tout. J'espère que j'ai pas donné cette impression d'ailleurs. Hein. Eh ben merci beaucoup, on a tout bon. On va manger.